Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la deuxième partie de la construction du deck de Wendy Adams pour faire la campagne Le Cercle Brisé en solo. Alors voilà, là sur ArkhamDB, j'ai le deck amélioré. J'ai pas encore finalisé la liste, comme vous le voyez, là je suis en édition. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi j'ai retiré les cartes et ensuite je vais détailler dans quel ordre je fais le remplacement. Oui, alors, ArkhamDB me met qu'il y a une carte de trop, c'est normal, je vais expliquer pourquoi. Donc, ce deck, qui est prévu comme étant celui que je jouerai dans le dernier scénario de la campagne, il fait 35 XP. Comme j'ai jamais fini la campagne Le Cercle Brisé, que je l'ai jamais joué en solo, j'ai un peu du mal à me rendre compte si c'est assez, si c'est assez raisonnable, si c'est assez logique. En duo, avec un deck un peu plus... en duo avec une paire de decks plus conventionnels, je pense que je partirais sur 45 XP. Surtout, si c'est un duo qui me semble très efficace, genre mon classique Mark Carrigan et Daisy Walker. Là, c'est en solo, c'est un type de deck que je joue pas beaucoup, donc 35 XP, on verra ce que ça donne. Alors, comme je l'ai mis dans les notes, et je mettrai le lien vers le deck dans le commentaire de la vidéo, alors, c'est un deck à 35 XP même si ArkhamDB en compte 32. Tout simplement parce que dans la liste de decks, j'ai le soutien livre à vous-même de niveau 3, qui donc compte comme 3 XP et compte dans la limite des 30 cartes, alors que je vais jouer avec la version de livre à vous-même qui se trouvera dans le retour de la civilisation oubliée et qui est un permanent exceptionnel, donc qui coûtera 6 XP et pas 3 et qui ne sera pas dans la limite du deck. Autre remarque, dans le deck, il y a Lobol pour Caron. Si j'arrive jusqu'à la fin de la campagne, ça me fournira 14 XP. Si je me plante, ça tuera Wendy Adams et ça mettra fin à ma campagne, mais voilà. 14 XP, du coup, ça me permettra d'améliorer le deck plus vite et peut-être aussi que ça fera que les 35 XP seront atteints bien avant le 8e scénario. On verra. Voilà, alors si je cadre bien le contenu du deck... Ah, faut que je fasse une petite modification pour que ça soit plus lisible. Il y a un truc qui est un petit peu bête avec cet éditeur de texte, c'est... Alors j'ai jamais regardé en détail comment marchait le code derrière, mais si on met pas les plus, genre si les moins marchent pas également, on n'a pas un retour à la ligne automatique. Voilà. Donc là pour le moment j'ai listé tout ce que j'ajoute, c'est cette deuxième partie là. Et tout ce que je retire, c'est là. Pardon, tout ce que je retire, c'est là. Voilà, ça devrait être plus clair. Donc, qu'est-ce que j'ai retiré par rapport au niveau 0 ? Les 2 copies de pattes de lapin, une copie de partir perdant, 2 copies du ventre de la bête, 2 copies d'oreilles indiscrètes, 2 copies de garder courage et 2 copies de porte-flingue. Qu'est-ce que je vais ajouter ? Je vais ajouter Lobol pour Caron. Alors ça, je sais déjà que ça sera mon premier ajout dans le deck. Parce que pour chaque scénario que je fais sans Lobol pour Caron, je perds la possibilité de gagner 2 expériences. Livre à vous-même, donc d'abord la version qui est actuellement disponible, la version de niveau 3. Ensuite à un moment, je ne sais pas encore quand, je remplacerai par la version permanente. J'entrerai également 2 copies de catastrophe, une de modifier la destinée, 2 de plus rien à perdre, 2 de volonté de survivre, 2 de coup de chance et 2 de regard acéré. À chaque fois, je mets le coût en XP qui correspond. Donc voilà, alors j'ai beaucoup hésité, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette liste de decks là améliorée. Maintenant, ce qu'il faut que je vois, c'est déjà comment je fais les remplacements de cartes et ensuite dans quel ordre je fais les remplacements de cartes. Quand je crée un deck, j'ai une idée de fonctionnement du deck et j'essaie de la garder tout le long. Là, l'idée de base, c'est mettre en jeu l'amulette de Wendy pour tirer le meilleur des événements. Donc, il faut que quand je fais mes remplacements de cartes, je ne remplace pas, par exemple, une carte de pioche, enfin idéalement, ensuite on verra comment ça se goupille, parce que là je truque pas, hein, j'ai aucune idée pour le moment, je vais essayer de le faire en direct. Si ça prend trop de temps, je couperai au montage, quand même j'aimerais que ça dure pas plus de 45 minutes. Je disais donc oui, idéalement, je voudrais que si je retire de mon deck une carte qui me fait piocher, c'est pour remplacer par une carte qui me fait piocher. Parce que si
je perds de la pioche de cartes, ben je perds mes chances d'arriver à l'amulette de Wendy. Même chose, si je retire des cartes d'enquête et que je les remplace par des cartes de combat, eh ben je vais me retrouver dans un scénario à galérer pour l'enquête. Donc j'essaie de toujours équilibrer. Si on parle des cartes que je retire. Donc voilà, les cartes que je retire, patte de lapin. Patte de lapin, ça permet de piocher une carte après avoir échoué un test. Comme on le verra plus tard, en gagnant de l'XP, en plus de l'aspect je rejoue mes événements, j'ai essayé d'approcher, alors je dirais pas du deck sans test, mais j'ai essayé de diminuer la quantité de tests nécessaires et d'augmenter la proportion de cartes qui permettent d'avoir des effets sans test. Étant donné que Wendy a sa capacité qui fait remplacer les jetons du chaos, eh ben j'espère que ça donnera de bonnes chances de réussite. Donc patte de lapin, ça donne une compensation quand on rate, mais moi plus j'avancerai dans les scénarios, moins je compte rater. Alors on espère toujours rater peu, mais là j'ai vraiment mis des cartes dans le but de tester le moins possible et d'être prêt à utiliser la capacité de Wendy chaque fois que je dois faire un test. Donc, patte de lapin, eh ben, je raterai mes tests de moins en moins si tout se passe bien. Du coup, ça sera de moins en moins utile. En plus de ça, comme ça occupe un emplacement d'accessoires, ça m'aurait probablement incité à prendre le chasseur de reliques, donc il coûte 3 XP, et ben, j'ai essayé d'économiser les XP. Partir perdant. Alors, ça, partir perdant, j'en ai gardé un. J'en ai retiré qu'un des deux. On augmente la difficulté d'un test pour gagner en ressources ou piocher une carte. Alors, j'ai mis d'autres cartes de gain de ressources. J'ai d'autres cartes de pioche. Augmenter la difficulté si je ne pioche pas de jetons. Augmenter la difficulté n'est a priori pas gênant. Imaginons que je fais mon test à... Enfin, imaginons, par exemple, que j'ai ma valeur de... Je vais y arriver. Ma valeur d'intelligence qui est de 3 de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Wendy a une valeur de 3. Je suis dans un lieu qui a une valeur occulte, mettons, de 3. Si je suis sur un test pour lequel je pioche pas de jetons, je pourrais me dire, j'augmente la difficulté de 2, je passe à 5. J'attribue une carte avec 2 icônes, je passe à 5. Test à 5 contre 5. Je pioche pas de jetons, donc c'est réussi, donc je tire avantage de partir perdant. C'est vrai, j'en ai gardé un, donc je pourrais l'utiliser de temps en temps, mais c'est pareil, ça éloigne un petit peu du thème du deck qui n'aura pas de soutien, si possible. Et là, en l'occurrence, quand on regarde, qu'est-ce qui est enregistré, enfin, qu'est-ce que le site indique comme soutien, l'amulette de Wendy, ben oui, ça c'est déjà, j'ai pas le choix de la mettre dans le deck, et en plus, je veux un deck qui tourne autour. Livre à vous-même, comme je le disais, ça sera un permanent, donc ça sera pas sur la table, et il me reste un partir perdant. Donc j'ai un deck de 30 cartes avec seulement 2 soutiens, je trouve que ça fait le job, comme disent nos amis québécois. Ça correspond bien à l'objectif que je m'étais fixé. Et si j'ai gardé un partir perdant, au début je pensais le retirer, et puis je me suis rappelé, heureusement, je me suis rappelé qu'il y a parfois des traîtrises qui font défausser des soutiens. Je crois que c'est le froid de la crypte. Test de volonté, si on rate le test, on défausse un soutien. Si on ne peut pas défausser de soutien, on se prend, je crois que c'est 2 dégâts. Bon, si dans mon deck j'avais eu uniquement l'amulette de Wendy comme soutien, eh ben, à chaque fois la traîtrise, ça aurait été, si vous ratez le test, vous défaussez l'amulette. Ce qui est bête parce qu'encore une fois, c'est la carte centrale du deck. Et en plus de ça, comme la faiblesse de Wendy fait retirer de la partie le contenu de la défausse, si j'ai pas de chance que je défausse l'amulette de Wendy et qu'ensuite je pioche la faiblesse, eh ben je ne peux pas espérer que l'amulette revienne dans mon deck. Enfin, je peux pas espérer la repiocher si elle n'est pas remélangée dans mon deck. Le ventre de la bête, c'est la première fois que je joue ce type de deck là, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le deck à 0 XP. Première version, il est assez probable que je fasse pas une super campagne, et donc que je me retrouve à faire une V2 du deck. On verra dans la V2. Là, en l'occurrence, je me suis dit, le ventre de la bête, ça ne peut se jouer que lorsqu'on a réussi une évasion, qu'on l'a réussi avec 2 de marge. Alors, réussir l'évasion avec 2 de marge, ça devrait pas être trop dur, mais il faut échapper à un ennemi,
il faut lui échapper avec de la marge et on trouve un indice. J'ai trouvé que c'était trop circonstanciel, c'était trop exigeant. Autre chose, les icônes, une icône de volonté, une icône d'agilité. Et ben moi j'ai retiré cette carte là, mais à côté de ça j'ai gardé, que je la retrouve, voilà, regardez ce que j'ai trouvé. Comme condition, il faut échouer un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. Alors, échouer, c'est pas dur si on se donne pas la peine de réussir, et Wendy peut en plus se donner la peine de rater. On découvre 2 indices d'un coup, pas un seul, et en plus de ça, on a 2 icônes du même type. Oreille indiscrète. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur le ventre de la bête. C'est circonstanciel et ça demande de réussir, pour le coup là, 2 tests a priori. Il faut que dans le lieu, il y ait un ennemi non engagé. S'il est non engagé, c'est a priori qu'il est distant ou qu'on lui a échappé. S'il est distant, c'est la situation idéale. Mais si on lui a échappé, on a dû réussir un test. Ensuite, on fait un test d'intelligence. Intelligence X, X est la valeur d'évasion de l'ennemi. En cas de réussite, on trouve 2 indices dans le lieu. Alors, donc je disais, l'ennemi, s'il est distant, on n'a pas eu à faire de test. Si il n'est pas distant, a priori on était engagé avec lui, donc il a fallu qu'on fasse un test pour lui échapper. Et maintenant, on doit faire un autre test. Alors, Wendy, elle devrait réussir un bon nombre de tests, mais quand même, 2 tests à faire pour 2 indices, je me suis dit, on s'en dispensera. Garder courage, donc c'est une compétence qu'on attribue à un test et on espère rater le test pour pouvoir piocher 2 cartes et gagner 2 ressources. Et ça c'est comme pour patte de lapin. Au fur et à mesure de l'amélioration du deck, je vais passer de j'accepte de rater quelques tests pour avoir l'amulette de Wendy en jeu et réussir mes tests à je vais m'installer super rapidement pour, dès le départ de la partie, réussir mes tests. Donc, cette compétence, elle va sortir pour être remplacée par des compétences qui font réussir les choses. Et porte-flingue, si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Alors, j'ai beaucoup hésité pour cette carte-là, mais je me suis dit que en fin de campagne, c'est intéressant comme effet parce que, alors, une icône d'agilité, ça aide à réussir son test d'évasion et on fait un dégât supplémentaire après avoir réussi à infliger des dégâts. Donc c'est bien, mais je trouvais que c'était quand même c'était un petit peu faible. Je verrai si je change d'avis, mais vu la logique du deck, très probablement j'échapperai à un maximum d'ennemis et je n'essaierai de tuer que les ennemis qui sont des chasseurs qui vont me rattraper ou que je dois tuer pour finir le scénario ou qui par exemple ont 3 fatalités sur eux et qui vont me faire perdre trop de temps. Du coup, vu le faible nombre d'ennemis que je vais essayer de vaincre, je me suis dit c'est pas indispensable de le conserver. Voilà, donc ça c'est ce que je retire. Maintenant, si on regarde ce que je mets dans le deck. Livre à vous-même. Là, la version non permanente, celle qui était dans la Cité des Archives. Ah tiens, c'est amusant que ça soit sorti dans la Cité des Archives, j'avais jamais percuté, mais comme j'ai fait le scénario pour la première fois il y a, je crois, 1 semaine, je vais pas spoiler, mais c'est assez logique que la carte soit sortie dans le scénario. Donc limite de 1 par investigateur, défausser livre à vous-même si vous contrôlez un soutien qui occupe un emplacement d'allié, quand vous jouez un événement, inclinez livre à vous-même, un événement survivant, réduisez de 2 le coût de cet événement. Et alors divulgachage, ça fait maintenant plusieurs fois que j'en parle, on voit pas trop bien l'image, voilà la version qu'il y aura dans le retour de la civilisation oubliée, c'est maintenant une carte exceptionnelle, donc elle coûte le double d'XP, 6 XP, permanent, on ne peut pas mettre de soutien allié dans le deck. Alors je suis en train de réfléchir rapidement en même temps que je parle. Restriction de deck building, ne peut pas prendre d'alliés, il faudra que je vérifie dans
Le guide de référence, faudra peut-être que je demande sur le forum. Je demanderai et je mettrai la réponse en commentaire dans la vidéo. Mais comme les soutiens d'histoire, il est bien précisé qu'ils ne prennent pas de place dans le deck, je ne sais pas si ça compte dans les restrictions de construction de deck. Donc, alors je pense que la carte a été pensée de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir d'alliés dans son deck. Donc, je suppose qu'on ne pourra pas intégrer les alliés éventuellement gagnés lors de la campagne dans son deck, mais je vérifierai. Enfin bref. Donc, vous ne pouvez plus mettre d'alliés dans votre deck. Moi, je m'en moque vu que c'était déjà prévu. Et la réaction est la même. Quand vous jouez un événement survivant, inclinez, livrez à vous-même, réduisez le coût de cet événement de 2. Alors, si on regarde la courbe des coûts, voilà, je vais essayer de centrer un peu. On se rend compte quand même que cartes qui coûtent 3, il y en a 0. Cartes qui coûtent 4, il y en a 2. Et donc, tout le reste, c'est un coût de 2 ou moins. Ce qui coûte 4, en l'occurrence, c'est les 2 volontés de survivre, qui servent à ne pas piocher, à ne pas révéler de jetons du chaos pendant tous les tests de compétences de la phase d'investigation. Autrement dit, tous mes autres événements survivants, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, il y en a qui coûtent, celui-là coûte 0, donc 2, ça aussi ça coûte 0, 4, 6, 7, 8, voilà, j'ai 4 événements qui étaient gratuits, qui le restent, j'ai 8 événements qui deviennent gratuits, et j'ai 2 événements qui avant coûtaient 4, maintenant coûtent 2. Donc, un deck qui fonctionnera avec peu de dépenses de ressources. Lobol pour Caron, un soutien de niveau 1, permanent exceptionnel, donc il coûte 2 XP en fait. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Thématiquement, j'adore. Ça, c'est encore une carte qui renforce l'idée derrière mon deck. Je ne peux pas me permettre de prendre trop de risques. Si je prends trop de risques, Wendy est tué. Et moi, je le préciserai quand je ferai mes vidéos de partie, quand un de mes investigateurs est tué, j'arrête la campagne parce que j'avais prévu de faire la campagne avec cet investigateur ou cet investigateur parmi d'autres et une fois que je suis obligé de le remplacer, j'arrête la campagne. Le gain d'expérience, c'est toujours une bonne chose. Et là en solo, si vraiment je me retrouve dans une situation inextricable, je me dis, tant pis, j'ai quasiment rien fait dans le scénario, j'abandonne, j'ai au moins 2 XP, comme ça je repars pas les mains vides. Alors, carte suivante, Catastrophe. Un événement qui coûte 2 icônes libres. Alors, 2 icônes libres, c'est très bon avec l'amulette de Wendy. Rapide à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion tentacule. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens. Alors, 2 icônes libres. Vous pouvez booster n'importe quel test de 2. Si vous avez l'amulette de Wendy, vous pouvez ensuite le jouer depuis votre défausse. Alors à condition que ça soit la carte du dessus. Mais concrètement, ça veut dire vous avez un test un petit peu dur, vous attribuez Catastrophe pour vous donner plus 2. Éventuellement, vous attribuez quelque chose d'autre avec. Vous avez de bonnes chances de réussir. Si vous ratez, vous pouvez refaire le test. Encore une fois, je pars du principe que l'amulette de Wendy est en jeu, donc vous pouvez rejouer Catastrophe comme il est sur le dessus de votre défausse. Vous avez raté le test, vous dépensez une autre action pour le refaire, vous ne le boostez pas, vous révélez le jeton du chaos. Si vous réussissez le test, tant mieux. Si vous le ratez de peu, c'est raté. Si vous le ratez de peu, vous pouvez repiocher un jeton du chaos, ou vous pouvez jouer, apprendre de ses erreurs. Voilà. Et si vous le ratez assez largement pour que ça vous mène à 0, ou si vous repiochez le jeton du chaos de sorte à ce que ça vous mène à 0, vous jouez Catastrophe depuis votre défausse. Vous annulez le jeton et vous considérez que vous avez pioché un signe des anciens. Or, comme vous avez l'amulette en jeu, et signe des anciens, ça veut dire réussite automatique. Catastrophe dans le deck de Wendy, jouer au bon moment, ça veut dire le test est réussi, même si on avait pioché l'échec automatique. Autre chose, grâce à Livre à vous-même, si vous n'avez pas encore utilisé son effet, vous le rendez gratuit.
et grâce à l'amulette, ça revient sous votre deck et vous le repiocherez. Donc une copie de catastrophe, ça peut être plusieurs tests réussis sans dépenser de ressources. Modifier la destinée, c'est un événement rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur action rapide. Choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Et ben, alors c'est une carte que je n'ai jamais jouée jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je joue peu les survivants et une carte de niveau 3. En général, ça se met que dans... C'est pas... comment formuler ça? Un investigateur, en général, peut mettre les cartes de niveau 3 que si c'est de sa classe, ou alors s'il a une construction de deck basée sur les traits. Là, en l'occurrence, par exemple, Père Mathéo peut la jouer vu qu'il a accès aux cartes béniches qu'au niveau 3. Bref, modifier la destinée, ça vous permet, sans dépenser d'action pour une ressource, gratuitement avec livre à vous-même, de défausser du jeu une traîtrise, autre que faiblesse, qui n'est pas attachée à un ennemi élite, donc la majorité des traîtrises en jeu. Or, dans le cercle brisé, il y a beaucoup de traîtrises qui restent en jeu. Autre chose, alors c'est un petit spoiler, je vais essayer de le mettre en description de la vidéo, où je rajouterai une petite annonce audio de quelques secondes au début. Oui, donc dans cette campagne particulièrement, il y a pas mal de traîtrises qui sont en jeu, qui ne sont pas défaussées une fois qu'on a appliqué leur effet de révélation, et parmi elles, il y en a un certain nombre qui jouent sur le nombre d'exemplaires en jeu. Il y en a une, j'ai pas le texte exact en jeu, mais en gros c'est faites un test de volonté 4. Si vous ratez le test, vous mettez cette faiblesse en jeu à côté du deck acte de mémoire. Et quand il y en a 3, les investigateurs se prennent 3 horreurs. Donc la première, c'est pas trop gênant, la deuxième, c'est pas trop gênant. Quand vous piochez la troisième, 3 horreurs pour chaque investigateur sur la table. Et ben là, vous défaussez la deuxième, comme ça, quand la troisième sort, vous dites, pas de problème, la troisième à sortir du deck rencontre n'est que la deuxième mise en jeu. Même chose, la carte Le Destin des Sceaux, il y en a 3. Et quand on en pioche une, si c'est la première, on la met en jeu, il ne se passe rien d'autre. Si c'est la deuxième, on doit soit infliger 2 dégâts directs à un investigateur qui en a une copie en jeu, dans sa zone de menace, soit rajouter une fatalité sur une qui est déjà en jeu. Donc la première, on s'en moque, la deuxième, c'est pénible. Et bien avec modifier la destinée, si on l'a en main, quand on pioche le deuxième exemplaire du Destin des Sceaux, on dit pas de problème, je mets une fatalité sur le premier exemplaire. Et ensuite on défausse cet exemplaire avec sa fatalité. Et quand on piochera le troisième exemplaire, et ben on le met en jeu, pas d'effet. Et c'est seulement si on remélange le deck de rencontre et qu'on repioche Destin des Sceaux que là de nouveau il faudra se demander est-ce qu'on prend les dégâts ou les fatalités. Enfin, ou la fatalité. Voilà. J'ai bien évidemment pas en tête toutes les traîtrises qui se mettent en jeu, mais ça peut être porte verrouillée, qui vous gênerait pour enquêter, ben voilà, vous en débarrassez. Ça peut être brouillard surnaturel de mémoire, un truc comme ça. La valeur occulte du lieu augmente de 2, bon ben vous en débarrassez, etc., etc. Donc, a priori, une bonne carte. J'en ai mis qu'un exemplaire, parce que bon bah, il y a des choix à faire. Alors, plus rien à perdre, un événement niveau 0, un événement qui coûte 0, un icône libre. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Retirez, plus rien à perdre de la partie. Donc cette carte-là, ça va être un de mes moteurs de pioche. Oui, je vérifiais. En fait, j'ai retiré une bonne partie de mes solutions de pioche, peut-être un peu trop. Ce sera peut-être un des objectifs de la V2 du deck. Bon, en tout cas, pour le moment, j'ai ça. Si vous avez moins de 5 ressources, vous en gagnez jusqu'à en avoir 5. Alors comme je le disais, le deck a priori utilise peu de ressources, une fois que j'ai la version permanente de livre à vous-même. En attendant, ça sera toujours utile. Et les cartes en main, comme ce sont des événements, on les joue, ils partent à la défausse. Dans un deck avec beaucoup de soutien, sur vos 2 copies de machette, vous en jouez une et puis l'autre vous la gardez en main, au cas où. Sur vos 2 copies du 45 automatique, vous en mettez un en jeu, vous gardez l'autre en main en prévision de quand il n'y aura plus de munitions. Là, on a un deck avec quasiment que des événements et des compétences. Donc des cartes, alors oui on les garde pour le meilleur moment, mais on les garde pas
en se disant j'ai l'autre copie en jeu, donc celle-là c'est mon exemplaire de secours au cas où je défausse la première. Autre chose, dans ce deck, il n'y a pas de permanent qui permet de gagner, qui permet de payer pour améliorer une compétence. Du coup, toute amélioration de compétence se fera en attribuant des cartes ou en jouant des cartes. Ce qui fait que probablement on jouera rapidement les cartes, et donc avec plus rien à perdre, on aura quand même de bonnes chances de faire une grosse pioche. Alors retirer de la partie après utilisation, c'est un peu dommage, mais bon. Avec 2 copies dans le deck, ça me fait quand même au total, si j'optimise, ça me fait 2 fois 5 cartes piochées. C'est beaucoup. Ensuite, faudra voir, il est aussi tout à fait possible qu'à un moment donné, je me dise, bon, j'ai 2 cartes en main en plus de ça, mais j'ai pas la carte que je veux, je joue plus rien à perdre, j'ai 2 cartes, je complète à 5. Volonté de survivre. Alors ça, c'est une carte, pareil, j'ai jamais joué, pourtant elle est sortie dans la boîte de base. C'est tout simplement la possibilité de ne pas révéler de pion KO lors des tests de compétences jusqu'à la fin du tour. Alors, ça se joue pendant le tour, c'est rapide mais ça se joue que pendant le tour, ça marche jusqu'à la fin du tour, donc ça marche pour les 3 actions du tour. Mais quand même, pour 4 sources, ou 2 si on a livré à vous-même, on ne pioche pas de jetons KO pour les 3 actions du tour. Du coup, une fois qu'on a livré à vous-même en permanent, soit on l'a en permanent, donc il est forcément en jeu, soit on l'a pas encore en permanent, mais on l'a mis en jeu. Évidemment, on diminue le coût de volonté de survivre, et on ne devrait pas avoir de problème pour trouver de ressources pour cette carte-là. Comme on n'a pas à piocher de jetons KO, il est assez probable qu'on n'ait pas à booster beaucoup les tests. Wendy, elle a 4 en volonté, 3 en intelligence, 4 en agilité. Ça veut dire que si les tests qu'elle a effectués n'ont pas une difficulté supérieure à 4 pour les tests de volonté, 3 pour les tests d'enquête ou 4 pour les évasions, elle réussira ces tests sans booster. Du coup, vous n'aurez probablement pas besoin de jouer d'événements. Si vous n'avez pas besoin de jouer d'événements, vous n'avez pas de ressources à dépenser. Du coup, vous pouvez bel et bien utiliser livre à vous-même pour volonté de survivre. Vous n'aurez probablement pas à attribuer de cartes, à moins que les tests aient vraiment une difficulté élevée. Et enfin, comme vous ne piochez pas de jetons, que vous faites vos tests à votre valeur de... vous ne piochez pas de jetons, donc les tests vous les faites avec vos valeurs de base non modifiées par un modificateur négatif de pion KO. Pour une carte comme « Regardez ce que j'ai trouvé », dans le cas d'un test difficile, oui, vous raterez votre test de peu. Wendy a 3 d'intelligence. Mettons qu'elle est dans le lieu de fin de scénario dans lequel il faut qu'elle récupère 3 indices. Elle va jouer, je connais pas par cœur le nom de la carte, volonté de survivre. Voilà. Elle joue volonté de survivre, elle n'a pas à piocher de jetons. Le lieu a une valeur occulte de 4. Elle fait son test, elle dit j'ai 3, difficulté 4, j'ai raté de 1. Je joue, regardez ce que j'ai trouvé. Elle a raté de 1, elle prend 2 indices, et maintenant, elle a 2 autres actions d'enquête. Et là, pour le coup, il lui suffit d'attribuer des cartes pour atteindre le 4. Donc il lui suffira d'attribuer une carte avec au moins un icône libre ou au moins un icône d'intelligence. Et d'ailleurs, je dis une bêtise, dans cette situation-là, elle ferait plutôt l'inverse. Elle joue volonté de survivre, elle sait qu'elle n'a pas à piocher de jetons, elle fait une enquête, elle attribue « Regardez ce que j'ai trouvé », donc elle passe de 3 à 5, elle réussit son test. Maintenant, regardez ce que j'ai trouvé dans la défausse, elle fait un test, elle a 3 contre, mettons une difficulté de 4, elle rate, elle joue « Regardez ce que j'ai trouvé depuis la défausse », elle trouve les 2 indices. Et d'après les scénarios auxquels j'ai joué jusqu'à présent, 3 indices par investigateur, c'est une valeur assez courante pour le lieu à vider de ces indices afin de finir le scénario sans combattre l'ennemi final, l'ennemi élite du scénario. Coup de chance, une compétence attribuée uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. En solo, c'est tous les tests. Après avoir révélé les pions KO pour ce test, vous avez le droit de bannir coup de chance. En ce cas, ce test est une réussite automatique, sauf si un pion tentacule a été révélé. Alors déjà, vous boostez un test de +1, c'est toujours intéressant, et si vous piochez un jeton autre que le jeton tentacule, vous pouvez bannir la carte
pour réussir automatiquement. Donc en fait, quand vous attribuez cette carte-là à un test, mettons que vous avez 16 jetons dans le sac du chaos, vous dites « j'ai 15 chances sur 16 de réussir ». Donc allié avec volonté de survivre, encore une fois, ça vous fait beaucoup de tests que vous n'avez aucune ou quasiment aucune chance, enfin quasi aucun risque plutôt de rater. Alors le truc c'est qu'il faut bannir cette compétence pour appliquer son effet. Donc si on la bannit et qu'ensuite on veut la racheter, ça sera 2 XP. Alors comme je le disais, je pense que 35 XP entre la nature de la campagne et le fait que j'ai au bol pour Caron, ça devrait pas être trop ambitieux. Donc même si coup de chance se retrouve banni 2 ou 3 fois, enfin en tout cas 2 fois dans la campagne, ça devrait aller. Ça sera à réserver aux tests vraiment importants ou vraiment difficiles. Par exemple, test de difficulté, test de volonté de difficulté 5, en cas d'échec, une horreur par point manquant. Bon, dans des cas comme ça, si on pioche, mettons 1-4, si on rate de 4, on se prend 4 horreurs, c'est énorme. Donc c'est le genre de test c'est le genre de test qu'on veut réussir ou au moins ne pas rater d'un trop grand écart. Un truc que j'aurais peut-être dû préciser un petit peu plus tôt, coup de chance. Ça vous fait coup de chance, si vous acceptez éventuellement de bannir la carte, ça vous fait réussir automatiquement, sauf si vous piochez l'échec automatique. Mais, comme vous jouez Wendy, si vous piochez l'échec automatique, vous dites « je défausse une carte de ma main et je remplace le jeton ». Donc en fait, dans un deck Wendy, je reprends toujours l'exemple d'un sac du chaos avec 16 jetons. La probabilité de ratage du test, c'est si on pioche le tentacule, qu'on utilise la capacité de Wendy, donc on remet le jeton tentacule dans le sac, on remélange et on repioche le même. Donc probabilité 1 sur 16 fois 1 sur 16, ça doit faire un truc genre 1 sur... je vais faire le calcul vite fait. Voilà, 1 sur 256. Donc quand vous attribuez coup de chance et que vous jouez Wendy, si, encore une fois, vous donnez les moyens de réussir, c'est-à-dire éventuellement en bannissant la compétence, vous avez 255 chances sur 256 de réussir votre test. Ah oui, j'ai entendu dans des vidéos faites par Shep Horizon, de la chaîne Arkham JCE TV, de tests à réussir obligatoirement dans certains scénarios. Alors, je crois pas qu'ils avaient précisé à quel test ils pensaient et à quelle campagne, mais voilà, si à un moment donné vous retrouvez devant un test qui visiblement est à réussir obligatoirement, ou dont vous savez qu'il a réussi obligatoirement si vous avez déjà fait le scénario, et voilà, coup de chance, c'est la meilleure chose à faire. Et enfin, dernière carte rajoutée, regard acéré, compétence avec un icône d'intelligence, un max attribué par test de compétence. Tant que regard acéré est attribué lors d'une action enquêtée basique, elle gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Alors, je vérifie rapidement. Dans ce deck, toutes les actions d'enquête sont des actions d'enquête basiques. Il n'y a pas de lampe torche, il n'y a pas de vieux trousseau de clés, il n'y a aucun soutien avec une action d'enquête dessus, il n'y a aucun événement qui fait faire une enquête, donc toutes les actions d'enquête seront des actions d'enquête basiques. Alors rapport des services de renseignement, oui c'est ça, rapport des services de renseignement fera trouver des indices autrement que par une enquête basique, mais c'est pas du tout une enquête, c'est de l'achat d'indices. Donc regard acéré pourra être attribué à toutes les actions d'enquête. Ça permettra de faire une enquête à 6 contre la difficulté. Et si on réussit avec un écart de 2, on trouve 2 indices. Réussir avec un écart de 2, est-ce que ça sera facile ? A priori oui. Vu qu'on peut attribuer des cartes pour booster les tests, vu qu'on peut repiocher les jetons s'ils sont trop négatifs, voire même ne pas piocher de jetons du tout. Donc, vous pouvez par exemple jouer regard acéré et attribuer « Regardez ce que j'ai trouvé ». Vous faites à ce moment-là un test à 8 contre la difficulté. C'est beaucoup 8. Ça commence à... c'est très impressionnant et ça vous donne de bonnes chances de réussir avec 2 ou plus. On peut aussi
jouer regard acéré, ne pas booster, tout en ayant en main une copie de catastrophe. Dans ce cas-là, vous faites votre enquête avec 6, vous transformez le jeton en signe des anciens, ce qui vous fait qu'on considère que le modificateur... Non, pardon, je dis des bêtises. C'est réussi automatiquement, et le modifie... Enfin, vous êtes à 6 contre la difficulté, du coup, si la difficulté est 4 ou moins, bah vous avez votre écart de 2. Et enfin, si vous jouez volonté de survivre, et comme vous piochez pas de jetons, il suffit que la difficulté soit de 4 ou moins pour avoir vos 2 indices. Voilà, alors c'est un petit peu long. Maintenant qu'on a vu pourquoi j'ai retiré certaines cartes et pourquoi j'en ai intégré d'autres, on va voir qu'est-ce qui remplace quoi. Je vais vérifier déjà, parce que ça m'arrive souvent de me planter. On va retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Et on va en intégrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est cohérent. Allez, donc déjà, l'obole pour Caron, elle ne remplace rien. Livre à vous-même de version 3, ça sera en remplacement. Moi, je vais noter ça comme ça, et donc ça coûtera 3 XP. Alors, comme je bouge beaucoup devant mon ordi pour taper sur le clavier, j'espère que le son restera de bonne qualité quand même. Donc, comment je vais présenter ça, voilà. Donc, obole pour Caron, ça, on sait, on le rajoute. Et je vais même, histoire de pas m'embêter, je le mets en premier. Ça, je sais déjà, c'est ma première amélioration du deck. Et ça me coûtera 2 XP. Alors, ce que je disais sur le remplacement. Regard acéré, je vais y arriver. J'ai une souris pourrie en ce moment. Regard acéré, c'est de l'enquête. Donc, ça sera en remplacement du ventre de la bête ou d'oreille indiscrète. A priori, d'oreille indiscrète, vu que dans les deux cas, on a du 2 XP. 2 indices. Maintenant, catastrophe. Alors, le truc là, ce que je disais par rapport à garder les mêmes utilités des cartes, là, quand même, je change pas mal. Patte de lapin, c'est pour compenser un échec. Je vais peut-être le remplacer par... peut-être par catastrophe. Très honnêtement, c'est une construction de deck plus difficile que d'habitude pour moi. Là. Partir perdant, ça me permet de gagner des ressources ou des cartes, donc on va remplacer par une carte qui diminue le coût. Voilà, donc ça s'est amélioré. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est logique, vu qu'il faudra remplacer quelque chose. Enfin, comment dire, une fois qu'on remplace livre à vous-même par sa version permanente, on libère une place dans le deck. On va passer de 30 à 29 cartes et il faudra combler le vide. Probablement avec modifier la destinée. Donc on va associer les deux. Alors, je fais un plan d'amélioration du deck, mais concrètement, si pendant la campagne je me rends compte qu'il y a un manque ou un truc qui me sert à rien, pour le moment je vais modifier l'ordre. Là, si je peux d'un coup remplacer livre à vous-même par la version permanente et rentrer modifier la destinée, c'est ce que je fais, et ça me coûte 6 XP. Si je peux pas, je mets le permanent, ça me libère une place dans le deck, et temporairement je mets, une compétence qui fait piocher, par exemple perception ou dextérité, et à la fin du scénario suivant, j'intègre modifier la destinée. Et donc là, plus rien à perdre. Allez, plus rien à perdre, c'est ressources et pioche, donc ça va remplacer garde et courage. Pas besoin que je reprécise que c'est 2 fois. Et là, ensuite, comme le ventre de la bête, c'est de l'enquête, porte-flingue, c'est du dégât. Et là, dans les deux cas, j'ai de la réussite de thèse, donc... allez, disons que je vais garder... donc là... peu importe, à la limite. La question, c'est plutôt lequel je garde le plus longtemps des deux. Allez, disons, je vais remplacer le ventre de la bête par volonté de survivre, ça, sans grande conviction, hein. C'est parce qu'il faut choisir, et là honnêtement, pour moi c'est un peu kiff-kiff. Et du coup, porte-flingue sera remplacé par coup de chance. Maintenant, j'ai tous les remplacements. Alors, dans quel ordre je les fais? En premier, c'est bien évidemment l'obole pour Caron. Je vais en bénéficier cette fois. Ensuite, je pense qu'avant de me priver de ce qui me fait piocher, il faut que j'intègre quelque chose qui me fasse piocher. Donc, probablement... Déjà, je modifie ça, que ça soit plus consistant. Donc, je pense que la deuxième chose, ça sera
plus rien à perdre pour me remplir la main de solutions et également pour regagner des ressources vu que dans un premier temps je n'aurai pas livre à vous-même. Justement, livre à vous-même, je pense que ça sera par la suite. Donc là, à ce stade-là, j'ai des cartes, j'ai des ressources, j'ai de la réduction de coûts. Et ben, je peux me permettre de mettre mon événement le plus cher, je dirais. Alors, ces deux-là qui vont ensemble. Alors, coup de chance, je pense que je vais le garder quand même pour la fin, parce que je voudrais pas bannir trop de fois non plus. Regard acéré, ça coûte pas cher, c'est simple. Je le mets là, je le mets ici, mais il est quand même assez probable que j'en rentre une copie dès que j'ai un XP non utilisé. Patte de lapin remplacé par catastrophe, un icône libre, patte de lapin. Donc si pendant un certain temps je l'ai dans mon deck et que ça me sert plus trop, c'est pas trop gênant. Et du coup, bon, j'ai fait plus vite que ce que je pensais. On va faire dans cet ordre-là. D'abord, j'augmente mon gain d'XP. Ensuite, je m'assure d'avoir plus rapidement l'amulette. Je réduis le coût des nombreux événements que je dois avoir en main. Maintenant que j'ai une carte, coût 2, bon, coût 2 c'est rien. Maintenant que j'ai une carte qui diminue le coût des événements, je peux me permettre d'en rentrer 2 qui coûtent 4 ressources. Sachant que j'ai maintenant 2 exemplaires d'un événement qui me mène à 5 ressources. Donc la combinaison, comme je le disais ma souris merde, voilà. La combinaison de tout ça fait que je devrais pas avoir de problème à jouer volonté de survivre. Regard acéré, je le mets là, mais il est assez probable qu'en fait ça soit intégré, je sais pas, par exemple, en même temps que l'obol pour Caron. Ouais, je vais même carrément marquer ça comme ça. Je vais scinder en deux. Voilà. Ce sera ma deuxième amélioration. J'en rentrerai un dès que possible, puis le deuxième plus tard. Patte de lapin en échange de catastrophe. Livre à vous-même remplacé par le permanent. Bon, modifier la destinée, je l'intégrerai volontiers très rapidement. Comme je l'ai dit, ça sera très utile dans cette campagne. Ouais. Modifier la destinée, je vais le rentrer rapidement. Et là, comme pour regard acéré, je vais assez fréquemment, j'entre les 2 copies d'une carte au même moment. Mais là, je vais pendant un certain temps me contenter d'une copie de regard acéré, également d'une copie de volonté de survivre. Et voilà. Allez, on peut enregistrer. Et maintenant, si je fais un petit compte rendu, je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc. Le deck, je pioche ma main de départ. Alors, donc le deck, quand j'arrive sur le dernier scénario. J'ai livre à vous-même en permanent. Du coup, j'ai pas trop à me soucier de ressources. Je veux en main de départ l'amulette de Wendy. Et éventuellement, à voir ensuite selon ce que j'ai dans ma main, mais éventuellement, je me prépare à remplacer toute ma première main si j'ai pas l'amulette de Wendy. Donc j'ai 30, que je dise pas de bêtises, les 30 cartes dans le deck, plus les 2 traîtrises, les 2 faiblesses, plus l'amulette de Wendy, j'ai 33 cartes dans mon deck, j'en pioche 5, s'il n'y a pas l'amulette de Wendy, je les mets de côté, et ensuite j'en repioche 5, j'ai vu 10 cartes sur 33, bon, j'ai d'assez bonnes chances d'avoir l'amulette de Wendy, il faudrait que je les calcule, je sais pas... 5 parmi 33, on va voir si je me souviens par cœur de la formule. Ouais, il faudrait que je retrouve les formules mathématiques et un moyen de les calculer facilement dans LibreOffice Calc. Donc voilà, idéalement dans ma main de départ, j'ai l'amulette de Wendy, sinon de quoi la piocher. J'ai gardé évidemment mes 2 copies de Je fiche le camp pour me protéger de l'obol pour Caron. Bon, alors j'ai détaillé toutes les cartes, l'effet des autres cartes, je vais pas revenir dessus. Il y a juste un truc important que j'ai oublié, c'est dégourdi. Pardon, je reprends tout depuis le début. Il y a une combinaison, j'avais envie d'essayer de faire un petit peu de récursion, mais là je sais pas comment concrètement ça interagira avec l'amulette de Wendy. Dégourdi. Dégourdi, ça vous permet, si vous avez réussi votre test de compétence, vous prenez une carte survivant autre qu'un dégourdi dans votre défausse, et vous l'ajoutez à votre main. Donc, tant que l'amulette de Wendy n'est pas en jeu, ça me permet de jouer un événement, puis de le ramener dans ma main, de le jouer, de le ramener dans ma main, etc. Par contre, une fois que l'amulette de Wendy est en jeu, l'événement, dès que je l'ai joué, il part sous le deck. Alors, le truc, par contre, c'est que l'amulette de Wendy, elle ne permet de jouer, voilà,
Vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était dans votre main, seulement la plus proche. Du coup, une fois l'amulette de Wendy en place, dégourdie, ça pourrait être le moyen de récupérer en main un événement qui n'est pas au sommet de ma pile de défausse. Mettons qu'en tout début de partie, j'ai joué un événement ou j'ai attribué un événement et que j'ai envie maintenant de le rejouer, et ben j'utilise dégourdi pour le récupérer, le mettre dans ma main, et ensuite soit je le joue depuis ma main, soit je l'attribue et il se retrouve au-dessus de ma pile de défausse, et maintenant je peux le jouer grâce à l'amulette. Alors, de la récursion sur quoi? Bon bah, a priori toutes les cartes sont bonnes, donc ça peut être utilisé pour toutes. Ça pourrait être pour récupérer E-Catastrophe, soit pour son bonus de +2, c'est 2 icônes libres, soit pour son effet réussite automatique si on a l'amulette en jeu, modifier la destinée si on a beaucoup de traîtrises à retirer du jeu, persévérance si on commence à subir beaucoup de dégâts, pas plus rien à perdre vu que dès qu'on l'a joué c'est retiré de la partie, mais par contre volonté de survivre. Alors toujours pareil, si vous le jouez après avoir posé l'amulette de Wendy en jeu, ça part sous votre sous votre deck, mais si vous l'avez joué avant de mettre en jeu l'amulette ou si vous l'avez attribué, et ben voilà, vous le remontez dans votre main et vous allez pouvoir le rejouer depuis la main ou depuis la défausse pour vous garantir encore un tour sans révéler de jetons KO. Et également coup de chance parce que c'est pas limité aux événements. Donc vous avez une série de tests difficiles, et vous attribuez coup de chance, vous n'avez pas besoin de bannir la carte, donc elle part dans votre défausse, vous utilisez dégourdi pour la remettre dans votre main, puis vous l'attribuez au test suivant. À noter que j'avais envisagé la possibilité de mettre dans ce deck Véritable Survivant. C'est un événement niveau 3 qui coûte 3, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre défausse dans votre main. Avec Véritable Survivant, je pourrais remonter dans ma main dégourdi. Donc dire je joue une carte, elle part dans ma défausse, ou alors j'attribue une carte, elle part dans ma défausse, je la remets dans ma main avec dégourdi, et ensuite quand j'ai 2 copies de dégourdi dans la défausse, plus une autre compétence innée, je joue Véritable Survivant pour remonter les 2 dégourdis, sachant que dégourdi peut remonter en main Véritable Survivant. Donc avec un Véritable Survivant, on remet 2 dégourdis dans sa main, et un des 2 dégourdis remonte Véritable Survivant. Donc tant qu'on peut payer, et là j'ai livre à vous-même, on peut continuer à faire cette boucle. Sauf que, encore une fois, là on a l'amulette de Wendy qui fait qu'en jouant les événements, ils vont aller sous le deck. Donc si je joue Véritable Survivant, il part sous mon deck, et maintenant je ne peux plus le récupérer avec Wendy. Je ne voulais pas investir autant d'XP dans une boucle qui était brisée par la carte centrale de mon deck. C'est une boucle que je testerai dans un autre deck survivant, a priori William Yorick, je veux dire, vu que son signe des anciens fait remonter des cartes dans sa main, mais pas dans ce deck Wendy Adams. Bon voilà, j'ai beaucoup été interrompu du coup, l'enregistrement a commencé il y a longtemps, je vais bientôt clôturer. Si on regarde les différents graphes, alors le coût des cartes, comme j'ai dit tout à l'heure, si on calcule le coût moyen, donc 8 et 26, ça fait 34, 37, 44 pour 25 cartes, donc 44 pour 25, donc oui, on doit être sur du 1,7, 1,8. Oui, on est sur une moyenne de 1,8, mais encore une fois, il faut compter sur le fait qu'une fois par tour, on aura a priori une réduction de 2. Donc là, on a le coût théorique des cartes, le coût réel, on peut basculer une bonne partie de ces deux vers du 0. En fait, il y a eu, si on arrive à jouer, si on arrive à les répartir sur différents tours, je crois que j'avais fait le calcul, il y a 8 cartes qui ne coûteront pas 2 mais coûteront 0. Donc il faudrait retirer 16 et être sur un coût de 28 pour 25 cartes. Sachant qu'on a 2 cartes qui permettent de gagner, que je les retrouve, voilà, 2 cartes qui permettent de gagner jusqu'à 5 ressources. Autrement dit, je pense pas qu'il y ait de problème de ressources. Les icônes, en premier on a les icônes libres, en 2 on a l'intelligence, en 3 on a la force, ça servira moins, et en 4 l'agilité. Donc pareil, ça devrait permettre d'être polyvalent.
les emplacements des cartes, c'est pas un problème. Et maintenant, si on fait des simulations de pioche de main, alors faiblesse aléatoire, là on remplace. Qu'est-ce que j'ai faire avec les moyens du bord. Bon, de l'enquête, c'est ce dont on a besoin au début. Du combat, on va s'en passer. Cette carte-là, on va faire le pari de s'en passer. Coup de chance au début, pareil, on va s'en passer. Je suis en train de réfléchir. Bon, allez, on va dire je garde uniquement plus rien à perdre. C'est bizarre qu'il m'ait proposé 2 fois faiblesse de base, mais bon. Et là, on a quoi? Enquête, un peu de combat. Et ouais. C'est pas génial, mais voilà, imaginons, si on est dans un lieu où il faut trouver un indice, on va pouvoir faire une enquête avec vision acérée. S'il y a 2 indices, on peut faire 2 enquêtes. Sinon, comme on a 3 actions, on se déplace dans un lieu et on peut faire nos 2 enquêtes. Voilà, imaginons on a une enquête à faire. Ok, un autre test. Tiens, je me souvenais pas que j'avais gardé coup de grâce. Bon. Ah oui, ça effectivement, ça pose problème. Il devrait pas y être. Alors, là, pour le coup, je vais garder uniquement volonté de survivre. Du coup, si j'ai ça, premier tour, je dépense ma volonté de survivre et je peux faire une enquête en attribuant rapport des services de renseignement, ce qui me fait une enquête à 5 contre la difficulté sans avoir à piocher de jetons. Je peux ensuite me déplacer dans un autre lieu, faire une enquête en attribuant catastrophe. Et voilà, a priori, j'ai réussi 2 enquêtes. Et dans ma défausse, du haut vers le bas, j'ai catastrophe, j'ai rapport des services de renseignement et volonté de survivre. Autre exemple, tiens, je fais la même chose, je garde que volonté de survivre. Il y a un problème avec le hydro, je sais pas pourquoi il me remet en permanence la faiblesse de base, je commence à me demander si le routier est vraiment efficace ou si j'ai mal compris un truc. Donc là, je peux faire tout un tour sans piocher de jetons. Ça, si j'ai besoin d'achever un ennemi. Ça, en début, ça me sert pas parce que j'ai pas dépensé assez de cartes pour que ça me fasse une grosse pioche. Et ça, en début de partie, ça va plutôt me servir à attribuer à des tests sur des cartes traîtrises. Bon, je vais arrêter ici. Je vais profiter qu'il me reste encore un petit peu de lumière pour faire ma vidéo d'explication sur comment je filmerai mes vidéos de partie. J'espère que cette vidéo-là n'aura pas été trop longue. Encore une fois, moi, comme j'ai été beaucoup interrompu, j'ai passé quasiment 2 heures entre le début de l'enregistrement et la fin. J'espère que c'est pas trop décousu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation et de bonnes parties. Au revoir.